Pierre-Yves Rougeron, bonjour. Bonjour. Bonjour également aux internautes qui nous suivent pour ce grand entretien du mois d'octobre 2016. Et on commence comme à l'accoutumée avec l'actualité du Cercle Aristote. L'actualité du Cercle Aristote, c'est toujours la revue La France et la mer, qui est le numéro de Perspective Libre actuel. Là, nous préparons le prochain sur De Gaulle au XXIe siècle. Donc voilà, la revue est disponible sur le site du Cercle Aristote, cerclearistote.com. Elle est disponible également en abonnement et en version PDF. Là, nous préparons également la plus grosse sortie d'ouvrages que Perspective Libre a dû préparer depuis sa création. Donc, on va sortir 7 ouvrages, si tout se passe bien, jusqu'aux élections présidentielles. On va commencer par un ouvrage sur la crise européenne de Roland Hureau, donc je reviendrai dessus dans le prochain entretien. Notre circuit de conférence est prêt jusqu'en février. Donc, à la demande des internautes, les internautes peuvent maintenant toutes les consulter bien à l'avance sur cerclearistote.com en rubrique les conférences à venir, vu que d'habitude on annonçait uniquement à nos abonnés, ceux qui veulent recevoir le programme du Cercle Aristote toutes les semaines. Donc voilà, c'est beaucoup de boulot et je vous présenterai le programme complet certainement dans les 2 prochains entretiens. Fort bien, alors on commence avec la politique intérieure, avec l'affaire Kim Kardashian. La dite Kardashian a donc été séquestrée et délestée d'une bague de plusieurs millions d'euros. Qu'est-ce que vous pensez de cette affaire-là, sachant qu'au même moment, on a appris qu'une femme de 48 ans et son compagnon de 59 ans se sont pendus à Villejuif parce qu'ils n'arrivaient plus à payer leur loyer. Est-ce qu'il n'y a pas une disproportion du traitement médiatique? Qu'est-ce que vous pensez de cette affaire? Si vous voulez que les cendants deviennent biodégradables, ne fascine pas les médias. Ça, c'est sûr. Il y a aujourd'hui un taux de suicide par la pauvreté. Par exemple, le suicide et je crois me rappeler, en tout cas ce ne sont pas des chiffres récents, donc il faut les prendre avec des pincettes, mais c'était la 2e cause de mort chez les 15-24 ans et la première après. Tout le monde s'en contrefout. Et puis les journalistes s'en contrefoutent. De toute façon, c'était des cendants qui n'arrivaient pas à payer et qui lisaient certainement pas Libé. Donc, parce que bon, ne méritent de survivre que ceux qui supportent la lecture d'un exemplaire de Libération complet. Or, ça fait quand même peu de monde. Hein. Quant à l'affaire Kardashian, là, c'est même pas rattaché à la délinquance, parce que s'attaquer à ce type de cible, c'est un type tout à fait particulier de voyou. Bon, c'est déjà quelque chose de plus élaboré que la délinquance de rue. Ça aurait pu arriver n'importe où. Ça aurait pu arriver n'importe où. La seule chose, c'est que là, je reviens sur un point que j'ai déjà traité. Il faut à tout prix inclure dans les sanctions pénales une atteinte à l'image de la France, parce que là, malheureusement, ça a fait le tour du monde pour une nana dont je crois que le principal talent était de pouvoir faire reposer une coupe de champagne sur son fessier, si mes souvenirs sont bons. C'est ça. C'est d'une technicité qui l'honore, mais qui donc, le petit merle s'étant mis à chanter, nous a taillé un costard dans toute la presse internationale. Bon. Là, franchement, ça n'appelle même pas de mesure de police, parce que ça, si vous voulez, c'est du Nivoire Sel Lupin, quoi. C'est un vol d'un certain calibre, de quelqu'un qui, de toute évidence, vu qu'il n'a pas encore été arrêté, a 2 objectifs qui sont soit un marché très 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 réduit d'acheteurs potentiels, parce que c'est terrible à écouler. Le Ziva, dealer de porte cochère, n'est pas capable de ça. Lui est capable de la foutre sur eBay. Non mais, on a retrouvé des tas de marchandises volées grâce à eBay ou Bon Coin. Hein. Donc, pour dire le niveau transcendant de nos racailles. Mais, un chance pour la France. Mais, là, une bague à 5 millions d'euros, ça, une bague à 5 millions d'euros, c'est un tout petit marché, ou alors je pense surtout qu'en réalité ce n'est pas tout à fait un vol, c'est peut-être plutôt une prise d'otage. Je m'explique.
un voleur comme celui-là va négocier avec sa victime pour rendre contre un prix l'objet volé. C'est le plus intelligent à faire dans ces cas-là. Or, ça, c'est déjà de la délinquance de haute volée, ça a sonné. Le dealer de shit du coin de la rue n'est pas capable de ça. Celui qui pourrit la vie des Français à longueur de journée, c'est-à-dire ce que la criminologie du 19e siècle appelait des criminels d'habitude, n'est pas capable de ça. Bon, là, c'est un marché tout à fait spécialisé, qui demande une réponse policière adaptée, mais là, nos services de police savent faire. Et la seule chose, c'est une sanction adaptée parce que c'est l'honneur de la France qui a été traîné dans la boue, et je fais confiance à Madame Kardashian pour continuer à le faire. C'est bon. Si mes souvenirs sont bons, ce n'est ni la mesure, ni la mansuétude qui l'étouffe. Donc voilà. Par contre, il faut bien comprendre que, à force de mépriser, c'est toute la sociologie faite par Christophe Guilly, à force de mépriser le vrai malheur social, là, on est en train de faire monter quelque chose que je crois seul Jacques Sapir a osé, par les qualités immenses de cet homme, a osé formaliser, c'est qu'il y a un risque d'affrontement de population en France, mais en réalité c'est un risque double. Vous avez un affrontement contre les winners de la mondialisation, qui ne représentent même pas 12% de la population, et le lumpen prolétariat, qui est un peu la garantie de survie des premiers. Premièrement parce qu'à la fois la garantie de survie et l'ange de la mort. Pourquoi ? Parce qu'ils vivent dans les mêmes endroits. Les banlieues ne sont pas discriminées en France, elles vivent dans le tissu urbain qui est connecté à la mondialisation et à l'ensemble des services publics. C'est parce que on balance dans la politique de la ville des milliards chaque année pour rien qu'on est en train de faire crever 60%, plus de 60% du territoire. Est-ce que je me fais bien comprendre ? La racaille a des transports neufs. Elle les brûle à intervalles réguliers pour assurer leur renouvellement. Donc, la France périphérique, non. Or, c'est un ressentiment qui monte des deux côtés de la population, qui monte contre cette part de winners de plus en plus arrogante et qui se réduit en nombre. Parce que la mondialisation a tué il y a 30 ans l'ouvrier, mais aujourd'hui elle tue l'ingénieur, elle tue le cadre sup. Et oui, maintenant vous avez des cours dans certaines grandes écoles d'ingénieurs, je pense à un exemple que je connais bien qui est ingénieur en énergie nucléaire, CNRS, ça va, de gens qui vous disent préparez déjà vos différents boulots dans l'avenir parce que la mondialisation va vous détruire vous. Spécialiste en énergie nucléaire. Faudrait même le faire. Moi, c'est un exemple vécu, hein. C'est un exemple familial. Et il y a une marginalisation à venir de toute une part, qui d'ailleurs commence dans les sciences humaines, mais également dans les sciences dures, de toute une part des cadres, de toute une part des milieux de recherche, des milieux universitaires, tout simplement parce que, voilà, tous les marchés s'ouvrent. Et ceux qui ont voulu le monde ouvert vont l'avoir devant eux. Donc 12% actuellement, mais comme le dit très bien Christophe Guilly, le crépuscule de la France d'en haut, c'est-à-dire que la France d'en haut va se réduire en nombre. Elle ne se réduira pas en arrogance. Elle ne se réduira pas en arrogance. Et d'ailleurs, ses porte-paroles sont de plus en plus arrogants. Et cette affaire, cette affaire, on a un symptôme. Un couple qui se pend pour des dettes, théoriquement, il doit avoir des filets de sécurité sociaux qui existent d'ailleurs, qui n'ont pas marché dans ce cas. Pourquoi ? Pourquoi ? Or, les grandes coagulations sociales sont des coagulations émotionnelles, sont des déglaciations, hein, comme dit très bien Alexandre Dorna. C'est par un cas de ce type-là que ça commencera. C'est par un cas de ce type-là.
c'est pas de manière conceptuelle que les gens vont réagir. Ils vont réagir de manière très pâle par l'accumulation de choses comme ça. Et le silence du gouvernement sur ce cas-là précis, qui n'est qu'un cas emblématique de tout ce qui est en train d'arriver en France, prouve que vraiment les communicants ont pris le pas sur les gens qui connaissent un minimum la structure politique réelle du pays, parce que c'est ce genre de couleuvre que le peuple avale jusqu'au moment où il va tout recracher en un coup, dans la violence. Bon. Ou alors certains ont fait le choix de la violence. C'est possible aussi. Vu le niveau de nos élites, je ne crois pas. Je ne crois pas que des gens qui raisonnent entre 3 mois et 3 jours aient des envies de violence. Ils la conceptualisent même pas. Ils sont trop coucounés pour ça. Mais ils ont intérêt à réfléchir à la structure du peuple français. D'ailleurs, il y a un pays proche de nous qui est en train, lui, d'y réfléchir, qui est la Grande-Bretagne. Pour que quelqu'un comme Theresa May, à la convention du Parti conservateur, ait pu renoncer plus d'une dizaine de fois le terme de classe ouvrière, c'est que la Grande-Bretagne le vent est en train de tourner. Pour le retour en grâce des théories conservatrices du grand conservatisme britannique. Nous en reparlerons très prochainement, à travers des gens comme Scruton, je vous ai déjà parlé de Philippe Bland, etc. C'est-à-dire le retour des distributistes, des chestertoniens, c'est-à-dire des courants qu'on croyait totalement enterrés. Le retour en grâce de ces gens-là, l'Angleterre qui a toujours eu de l'avance, est en train d'enterrer la révolution libérale, certainement définitivement. Pourquoi ? Parce qu'elle sait que la cohésion nationale est un impératif stratégique majeur. Je pense malheureusement que les élites françaises ne sont pas à cet état de réflexion, mais le réel les y poussera. Ou ils se démettront. Ce qu'ils savent bien faire dans l'histoire. Rappelez-vous, en 40, ils se sont démis assez facilement. Mais à un moment ou à un autre, ils seront en face de cette situation que de plus en plus d'élites occidentales sont en train d'affronter. Certains courageusement, comme Theresa May, certains en se voilant la face, comme tout le reste de l'Europe, et comme une partie de l'élite américaine, avec des points caricaturaux type Justin Trudeau, mais ça couve, et c'est sur ce type de fait divers que la situation peut bifurquer. Il suffira d'une étincelle. Alors on passe à une question purement politique. Il y a un décret réduisant les avantages accordés aux anciens présidents de la République qui a été publié au journal officiel. À quoi est-ce qu'il faut s'attendre avec ce type de certainement, vu que... Alors, qui y reste ? Chirac plus pour très longtemps. Giscard pour une durée indéterminée, vu que on attend son passage de l'autre côté depuis tellement longtemps. Finalement, peut-être qu'il nous enterrera tous. En réalité, cette mesure sera certainement l'une des premières qui sera annulée par le nouveau président, pour une raison, à la fois il pensera à son avenir, et deuxièmement, pendant la campagne, vous aurez certainement Giscard, vu que c'est le seul qui est encore en état, qui va soutenir le candidat UMP. Giscard qui est celui qui nous coûte le plus cher, il faut le savoir. Ce qui est historiquement vrai, c'est celui qui nous a coûté le plus cher. Et c'est toujours celui qui nous coûte le plus cher. Il faut savoir d'ailleurs qu'il avait demandé des militaires qu'il faisait vivre dans son grenier pour être à son service, payés par l'État, et en plus il leur faisait payer un loyer. C'était certainement le Canard enchaîné. Je dirais pas ce que je pense du personnage, ça tomberait sur le coup de la loi, mais je trouve que ce genre d'acte, quand on fait ça, on transpire ce qu'on est. Voilà. Et voilà ce qu'est Giscard. Non, c'est poudre aux yeux pour à la fois calmer une petite fronde au sein de la Cour des comptes, et puis pour dire voilà, on a fait des économies. Surveillez également un décret pour une aide exceptionnelle
accordé à Giscard d'Estaing pour demander un rapport ou quoi que ce soit pour compenser. Chirac il n'est plus en état de rendre des rapports là où il est. En tout cas, je pense pas. Ou alors un rapport poussé sur les conséquences de l'Alzheimer en fin de vie. Mais bon, ça demanderait une étude dont je ne suis pas totalement certain qu'il ait les moyens. Alors il y a le sujet de la décolonisation de la Polynésie française qui a été récemment en discussion à l'ONU. Donc il y a des questions d'essais nucléaires, etc. Qu'est-ce qu'il faut penser de ce dossier-là? Est-ce qu'on essaie de faire perdre ses atouts à la Polynésie? C'est l'un des buts de la diplomatie européenne, c'est l'un des buts d'une part de l'élite française qui veut se débarrasser de la Polynésie parce qu'elle veut cantonner la France uniquement au continent européen. D'ailleurs, c'est aussi l'un des buts, évidemment, de l'extrême droite française à tout faire, puisque rappelez-vous quand même que certaines campagnes de certains mouvements d'ultra-droite, c'était contre les Domiens. On se rappelle pas de ça, hein, depuis que ceux qui portaient casquettes et t-shirts comme les racailles qui le combattaient ont commencé à mettre des costumes cravates. On s'en rappelle pas. Mais c'est des gens qui voulaient larguer les dom-toms. Alors je veux pas être méchant, mais voilà, les Antilles sont françaises avant Nice, hein, historiquement parlant. Bon, on n'a pas l'air de les gêner des masses. Et la Polynésie, comme toutes nos possessions, comme toutes les... Et là, attention, quand je dis possession, je ne reprends pas cette théorie immonde de dire qu'ils ne sont pas de France, ils sont à la France. Théorie que j'ai entendue chez un autre sympathique animateur radio d'ultra-droite il n'y a pas longtemps. C'est la Normandie est aussi une possession de la France. C'est-à-dire c'est la grande famille si vous voulez, des régions et des parts de France. Ce qui m'a frappé avec le cas de l'ONU, c'est que la France n'a même pas émis d'avis, etc. On est en train de dépecer le territoire à distance, et on laisse faire. Alors que, moi, la seule chose qui me touche, c'est de voir par les réseaux sociaux énormément de Polynésiens aujourd'hui se prendre en photo avec « Je veux rester français ». Parce qu'en réalité... il est évident que la Polynésie ne peut pas vivre à l'heure de Paris. C'est quand même étonnant qu'un peuple comme le nôtre, avec son génie, n'est pas capable d'imaginer plusieurs entités administratives concomitantes, tout simplement parce que Mayotte, c'est pas la Réunion c'est pas la Polynésie, c'est pas Saint-Pierre-et-Miquelon, et Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est pas l'Auvergne. Non mais... là encore, il faut penser l'État archipel. Moi, je reste là-dessus. D'ailleurs, il y a un très bon article là-dessus. Il y a plusieurs très bons articles là-dessus dans notre dernier numéro de Perspective Libre. C'est l'un des seuls moyens que nous avons de nous maintenir dans le jeu des nations au XXIe siècle. Parce que de toute façon, quoi qu'on pense de la Grande Europe, machin, etc., conneries, la Grande Europe sera une banlieue du XXIe siècle. Bon, est-ce qu'on a envie que l'histoire de France sur plusieurs millénaires se termine, au bas d'une barre d'immeuble? Parce que l'Europe va devenir une banlieue planétaire, hein, faut quand même se le dire. C'est un continent en voie de marginalisation, et nous ne sommes pas obligés de le suivre au fond du gouffre. Nous ne sommes pas obligés. Après, beaucoup, même au sein des pseudo-patriotes français, voudraient qu'on l'y suive et qu'on l'y précède. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je dis juste que c'est... De toute manière, une partie des peuples et des pays européens, leur destin est déjà scellé. Ils l'ont scellé eux-mêmes. Hein. Et nous devrions oublier les chances que nous avons au nom de la solidarité européenne. Ce qui est à la fin, la solidarité des Européens, ce sera la solidarité des lemmings quand ils sautent des falaises. Vous déconnez? Non mais, à un moment, il faut se demander, parce que toutes ces zones, en réalité, là, pour le coup, sont de vraies chances pour la France. Toutes ces zones sont aménageables.
D'ailleurs, c'est un très bon sujet en énergétique de notre ami Ladislav dans le numéro de Perspective Libre. Tout l'exemple des nodules polymétalliques est celui qui est traité. Nous avons de vraies chances pour la France. La seule chose, c'est de vouloir les saisir. Voilà. D'un certain côté, si vous voulez, certains patriotes russes, bon, certes un peu utopistes, n'hésitent pas à écrire 2050, capitale de la Russie, Vladivostok. Ouais, parce que la Russie, contrairement à ce que beaucoup croient, sera redevenue certainement une puissance asiatique entre-temps. Je pense qu'il y a beaucoup de fantasmeurs d'extrême droite qui se touchent de la chapka, qui vont arrêter de se toucher. Mais il est possible que que l'avenir de la France se joue entre Saint-Pierre-et-Miquelon, Paris et Nouméa. Et après, il faut être innovant d'un point de vue institutionnel, mais c'est quand même nous qui avons créé l'État moderne, merde. Théoriquement, innover, on sait ce que c'est, nous. La France, c'est la plus grande France qui survivra. Et surtout, il faut que nous, Français, moi je suis très renaissantiste aujourd'hui comme idéologie. C'est-à-dire, je crois à la Renaissance. Enfin, c'est pas que je crois nécessairement à la Renaissance française, c'est que si la France ne renaît pas, elle mourra. Alors on me dirait, il peut y avoir une Renaissance européenne. Oui, il y a des gens qui attendent le Messie depuis 5000 ans. Le problème, c'est qu'eux, ils savent attendre. Hein, les Européens, ils savent se foutre en l'air en attendant. Donc on va quand même pas attendre le relèvement de pays qui sont déjà foutus. Et à la fin, c'est chacun pour soi, Dieu pour tous. Je pense il faut une véritable stratégie renaissantiste française. C'est-à-dire que la France arrive à se penser elle-même. Là, je donnerai un dernier exemple pour conclure cette question. Il est anormal, vu que nous avons parmi les meilleurs géopolitologues d'Europe, nous avons parmi les meilleurs... je donne un exemple, on a des revues comme Conflit, comme machin, etc. Moralité, tout le monde ne raisonne qu'à l'échelon européen, qui est un échelon vérolé. C'est-à-dire, soit on raisonne à l'échelon atlantique, ou à l'échelon eurasien, qui sont les deux faces. Dans les deux cas, on ne s'appartient plus. Hein. C'est les deux faces de la même chose. C'est-à-dire, c'est les deux faces du fait d'être contrôlé par d'autres. Mais au moins, c'est des projets cohérents. L'atlantisme est critiquable, il est cohérent. L'eurasisme est critiquable, il est cohérent. L'Europe, ça a quelle cohérence aujourd'hui? Ça a prouvé que plus on est allé dans l'européisme, plus les pays ont divergé dans leur identité profonde, culturelle et économique. L'euro, il suffit de voir le rapport des Européens à l'inflation par rapport à l'euro. Hein. C'était sec et net. Hein. Et pour ceux que ça intéresse, je reviendrai là-dessus. Il y a ces deux excellents bouquins qui viennent de sortir sur la question de Jacques Sapir, L'euro contre la France, l'euro contre l'Europe, et L'euro est-il mort, qui est un collectif sur lequel je reviendrai aux éditions du Rocher, et qui est le point le plus actuel sur cette question, et auquel je vous recommande plus que chaudement la lecture. Et je reviendrai là-dessus en fin d'entretien. Il n'y a plus d'unité. Il n'y en a plus, et ça ne sert à rien d'essayer de recréer une unité morte. Il faut sauver l'unité qui est vivante, et l'unité qui est vivante, c'est celle de notre peuple. La seule chose, c'est que ça aura deux prix. Vouloir la plus grande France, et surtout vouloir briser les lignes. Parce que si on continue les courbes, elles nous mènent droit au cimetière. Et l'une des courbes, c'est de nous faire perdre nos terres et nos frères ultramarins. Pour eux, les détruire après, parce que ceux qui pensent, les Polynésiens qui pensent qu'ils s'en sortiront mieux sans la France, il n'y a pas de problème. Mais certaines puissances, et je pense particulièrement à l'Australie, eux ont des projets tout à fait précis pour la Polynésie française. Voilà. Et d'un côté, moi, la seule chose qui me remplit d'espoir, c'est de voir
c'est de voir les nôtres privés de leurs moyens d'expression, parce que moi je suis persuadé que la question dans le cœur des Polynésiens est tout sauf réglée. La seule chose, c'est qu'on veut les faire taire, et surtout on veut leur faire croire que la France veut les abandonner, ce qui est faux. Une partie de l'élite française veut les abandonner, mais je rappelle que l'élite française a voulu, il y a quelques années, par l'intermédiaire du bon docteur Kouchner, vu qu'il en avait été accusé et que cette accusation a été vérifiée, je peux la reprendre, il y a quelques années, le bon docteur Kouchner, auquel l'humanité doit tant, des armes du Biafra jusqu'au rapport Goldstone sur le trafic de bidoches yougoslaves, Médecins sans frontières, et le bon docteur Kouchner avait voulu retarder les demandes auprès de l'ONU de revendications territoriales au niveau de notre espace marin. Pourquoi vouloir les retarder? Un oubli peut-être. Ou peut-être une conversation avec d'autres gens qui, eux, étaient peut-être plus intéressés par les mêmes eaux territoriales. Je mets des hypothèses. Et François Fillon fut un homme à ce moment-là, suffisamment rare pour être souligné, et c'est lui qui a revendiqué par-dessus son ministre. Drôle d'affaire. D'ailleurs, grâce à un député à qui il faut rendre hommage, qui est le député Jacques Millard. Très étonnant, le bon docteur Kouchner. Il faut relire Péan dessus. Un homme passionnant. Mais le monde selon Cass. Le monde selon Cass, chez Fayard. Donc, voilà. Moi, je pense avant tout que c'est la charge de notre génération de développer toute cette idéologie redescentiste. Car qu'on le veuille ou non, l'avenir du monde se jouera en Europe. Et nous, on peut soit se dire qu'on se claque mur, disons, dans une sorte de gigantesque temple solaire européen, c'est-à-dire on va tous en haut de la montagne, on se suicide ensemble. Ça peut se terminer comme ça. Ou alors on affronte le vaste monde. Comme le dit très bien Hervé Juvin, toujours dans cet ouvrage-là, l'euro et l'Europe, c'était des barrages contre le monde. Alors aujourd'hui, nous allons être de nouveau jetés dans le monde, mais la France a toujours brillé quand elle s'est jetée dans le monde. C'est depuis qu'on est rabougri, mort de trouille, à l'isolement au fond de notre au bout de la péninsule eurasienne, qu'on est devenu des trouillards. Et c'est par la mer, c'est par d'autres choses, la latinité, la francophonie, que nous renaîtrons au monde. Et d'un certain côté, c'est ce que nous pouvons faire de mieux pour le monde. Plutôt que de choisir la voie d'être, si vous voulez, d'être dans l'hospice occidental en phase terminale. Parce que l'Europe, c'est ça. Voilà, donc je trouve le silence des autorités françaises là-dessus, que le silence des autorités françaises est en soi un crime sur ce dossier. Et surtout, j'aimerais qu'on demande l'avis réellement des Polynésiens. Et là, on aurait de grosses surprises, je pense. Des nouvelles du général Picmal, maintenant, qui a été radié des cadres de l'armée pour organiser une organisation non autorisée contre la politique migratoire à Calais. C'était en février 2016. Manifestation. Oui. Et le port de son uniforme lui est désormais interdit. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense qu'il faut maintenant publier, c'est comme pour les affaires de la DGA là, qui a fait de l'armée française la vache à lait de l'Allemagne, il faut publier le nom des hommes qui ont mis leur nom sous ces décisions. Tout comme il faut publier les noms des magistrats qui servent la soupe à la racaille. On nous y force, Quand leurs noms seront connus de tous, vous savez, quand on a un nom parfois un tout petit peu connu, on marche pas tout à fait dans la rue de la même manière. Parce que là, c'est lamentable. Bon, il est allé à une manifestation autorisée, oui, et alors ? Je rappelle que nous vivons sous un gouvernement socialiste. Nous sommes d'accord ?
Enfin, socialiste. Je ne suis pas d'accord. Oui, parce que... en tout cas, il y a socialiste sur la carte. Ce bon mouvement a retraité des gauchistes violents, à commencer, ou des gens qui ont couvert des gauchistes violents, comme Monsieur Drey, je crois. Donc des gens qui ont été, dont le fait d'être allé à des manifestations non autorisées était le minimum minimorum. On est d'accord. Ils ont été radiés de quoi? Que dalle. Que dalle. Or, on va interdire à un homme qui a des états de service irréprochables, si mes souvenirs sont bons, on va lui interdire le port de son uniforme. Mais qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Et quel est le 4 étoiles, parce qu'il faut au moins de 4 étoiles pour en balancer de ce calibre-là, et qui est le 4 étoiles planqué qui a mis sa main, qui a mis son nom là-dessus? Voilà. Big Mal s'en est expliqué. Aller avec Pegida était peut-être pas la meilleure chose à faire, ça c'est sûr. Ensuite, ça doit s'arrêter là. De toute façon, c'est comme pour les flics. Hein. Ça se paiera. Ça se paiera. Hein. Il y a déjà 60% de l'armée qui est proche de voter Front National, allez-y. Comme dit Alain Finkielkraut, faites à certains le cadeau du réel. C'est joli. Pleurez pas après. Alors, justement, avant d'aborder le dossier sur les mouvements policiers, on rappelle qu'il y a eu l'ouverture d'une enquête contre Éric Zemmour, dont on avait beaucoup parlé dans le précédent entretien, pour apologie du terrorisme, après sa sortie sur Daesh, où il disait, je cite, « Je respecte des gens qui sont capables de mourir pour ce en quoi ils croient ». Malraux écrivait « Tout homme qui méprise sa vie est maître de la tienne ». En réalité, que veut Éric Zemmour? Là, on est... c'est quoi? C'est gorafisation du monde. En réalité, que dit Éric Zemmour? Il dit quelque chose que tous les spécialistes de l'islam radical disent, y compris les plus timides, y compris les plus ambigus, pour pas parler de M. Keppel. Ils ne sont pas faux. Ils ont un type de rationalité différente. C'est tout. On va traiter la question en 3 points. Premier point, ces hommes, pour bien comprendre la mentalité de l'homme qui est prêt à mourir, je pense que le mieux c'est Les Justes de Camus, le personnage de Stepan. Alors certes, le personnage de Stepan est un révolutionnaire professionnel. Quand les membres du commando qui préparent un attentat contre un des membres de la famille du tsar lui disent « mais vous ne pouvez pas lancer c'était une sorte de grenade ». Il y avait des enfants. Il répond « mais le jour où on tuera les enfants, la révolution adviendra ». Bien évidemment, Stepan est le cas typique du terroriste révolutionnaire russe 19e-iste. C'est là où le terrorisme moderne, à travers les mouvements certains types de mouvements anarchistes violents, ou ce qu'on appelait les nihilistes russes, c'est là où le phénomène terroriste a connu sa manifestation moderne après les épisodes révolutionnaires. C'est un très vieux, c'est un moyen militaire le terrorisme, ni plus ni moins. Hein. Ça a commencé par les zélotes qui s'attaquaient aux soldats romains. Hein. Donc ça n'a rien de très original. Bien sûr, c'est un personnage sophistiqué par rapport aux djihadistes. Je mets néanmoins un bémol. Le fait de voir des cas sociaux et des racailles améliorées dans les rangs du djihad est très typique, si on en croit par exemple les écrits d'un grand spécialiste comme Jacques Beau, c'est très typique de la Belgique et de la France. La plupart du temps, nous avons affaire à des gens qui sont diplômés, qui sont sains d'esprit, qui ont juste un système qui ont juste une rationalité totalement différente de la nôtre. Nous, on a intériorisé tellement le libéralisme qu'on pense que on n'est pas dans l'humanisme classique, la fameuse phrase de Malraux, j'ai appris qu'une vie ne valait rien mais que rien ne valait une vie. Nous, on est plutôt dans j'ai appris que rien ne valait ma vie.
C'est tout. Voilà. Rien ne me vaut moi. Moi. Bon. Donc, il est évident que le fait de mourir pour ce en quoi on croit, pour nous, aujourd'hui, pour l'occidental moyen, est quelque chose que l'occidental moyen, il mourrait même pas pour son confort de vie qui a pris la place du sens de sa vie. Le problème, il est là. C'est que nous, la question du sens de la vie est totalement effacée de notre quotidien. Et donc, nous essayons de les psychiatriser. Nous essayons de les psychiatriser en les excusant d'ailleurs. Pourquoi ? Parce que nous, l'Occident, on est tellement bien qu'il faut avoir un petit grain pour pas vouloir nous ressembler. Après tout, nous avons créé ces symboles de l'humanité nouvelle que sont Kim Kardashian, Cyril Hanouna, les sketchs d'Arthur et les manifestations et le festivisme, quoi. Bon, très bien. Donc, ils sont nécessairement fous. Ils sont pas fous. Ils ne sont pas fous. Tous les spécialistes du djihad vous le diront. Ils ne sont pas fous. Et Zemmour a voulu leur rendre cette dignité. Pourquoi ? Parce que quand on fait une guerre, ça sert à rien de les humilier. Il faut les neutraliser. Je dois m'expliquer sur le terme neutraliser ? Bon. Ça sert à rien de les humilier en disant oh, c'est des fondus, etc. Et le pire, c'est que ça va, à partir de la phrase de Zemmour, on peut aller à un deuxième échelon. Comme c'est des fondus, on leur fait des traitements psychologiques adaptés. La fameuse déradicalisation. Alors, la fameuse déradicalisation, c'est très rentable pour quelqu'un comme Dounia Bouzard, dont l'allégeance vis-à-vis de la France est en elle-même porte caution. Mais, qu'est-ce qu'on leur fait dans les cellules de déradicalisation ? On leur donne des cours de sport, on leur fait faire un peu de jardinage, etc. Caresser des chats. On leur fait caresser des chats, aussi. J'adore caresser des chats, pour ma part, mais ça ne m'a jamais déradicalisé idéologiquement. En réalité, on fait ce sont déjà des processus qu'on utilise contre les sectes et qui ne fonctionnent pas. Et en réalité, qu'est-ce qu'on essaye de faire ? On essaye de leur faire prendre conscience que leur vie, toujours le bon libéralisme individualiste occidental, que leur vie a une valeur et que la vie a une valeur. C'est nécessairement un échec pour une raison. En réalité, ça vient des études du comportement. Par exemple, en cas d'enlèvement par un être qu'on sait violent, ça c'est des règles qui ont été mises en place justement par le FBI, entre autres, les profilers, etc. On va faire des communiqués où on va rappeler le nom de la personne pour que son ravisseur se rende compte qu'il a un être humain en face de lui et pas une chose. Ces stratégies sont généralement des échecs complets. Complets. Pourquoi ? Parce que le maniaque, le sociopathe, a une rationalité. Elle est juste différente de la nôtre. Il connaît très bien le bien et le mal, parce que ce qu'on appelle le fou, c'est celui qui ignore le bien et le mal, qui ignore la différence. Lui, il est fou, lui, est objectivement fou. Eux, ils la connaissent très bien, que ce soit les sociopathes ou les terroristes, etc. Le problème du sociopathe, c'est qu'il n'a pas de conscience. Donc il s'en balance. Il connaît très bien, il s'en fout. Le terroriste djihadiste, lui, il identifie les notions de bien et de mal à des choses différentes de nous. Mais il connaît très bien la définition, d'ailleurs, c'est une définition coranique, du halal et du haram, il connaît très bien ça, du licite et de l'illicite. Il connaît très bien ça. La seule chose, c'est qu'en ne les reconnaissant pas comme des êtres doués de raison, nous ne les combattons pas. Nous faisons ce que l'Occident sait faire quand on s'oppose à lui, c'est-à-dire du travail social. Du nursing. Viens là, mon petit lapin. Enlève-moi cette vilaine barbe. Viens, on va caresser des chats. Mais, potentialité de réussite, 0. Potentialité de rentabilité pour Dounia Bouzard, 100%. Mais bon, après,
fait ce qu'on peut avec l'argent public. Mais et c'est le dernier point. En plus de dire qu'ils ne sont pas doués de raison, c'est l'attaque qui a été portée contre Éric Zemmour. On dit, mais pire que ça, si on les pense doués de raison, alors on en fait l'apologie. Alors qu'en fait Zemmour dit quoi? Nous sommes prêts à vous combattre. Vous avez vos intérêts, vous avez votre cause, nous avons la nôtre. Vous nous attaquez, nous répliquerons, nous vous tuerons. C'est normal. C'est une guerre. Et donc ça veut dire faire l'apologie. Donc je savais que l'anti-zémourisme, d'où qu'il vienne, ça rendait con, mais à ce point-là, et surtout, en plus de dire qu'ils ne sont pas doués de raison, on dit mais de toute façon, ils ont même pas lu le Coran. Ah bah oui, à Nuremberg, on a fait un interro stylo, hein, en QCM, qui a lu Mein Kampf, celui qui l'a pas lu, ça devait être Von Papen, on l'a libéré parce que il savait pas ce qu'il foutait là. Non mais, non mais, est-ce qu'on a fait ça pour les nazis? Non mais finalement, ils ont pas lu Mein Kampf. Oui, espèce de diarrhée verbale. La seule chose, c'est qu'ils ont agi par idéologie. Peu importe ce qu'est l'islam politique, peu importe même ce qu'est l'islam. Ces gens s'en revendiquent, ont en plus des cautions religieuses, et il faut les neutraliser comme tels. Il faut pas leur dire, non, mon petit lapin, la seule chose, c'est que tu l'as pas lu. C'est le même raisonnement pour les marxistes et le capital, je suppose. Ah bah, quand on chopait c'est drôle, quand on chopait des agents soviétiques, on leur disait pas, mon ami, est-ce que tu as lu le manifeste ou pas? Fais une croix. Das Kapital, tu as préféré le tome 1 ou le tome 2? Mais, voilà. À un moment, la culture de l'excuse est extraordinaire. Parce qu'elle renaît toujours. Au summum, au firmament de la crête de la connerie, elle arrive à renaître contre tout. Et là, le cas typique, vraiment l'affaire Zemmour. Apologie du terrorisme. Bon. Mais il faut bien comprendre que tant que la barrière mentale de « ils nous en veulent » pour des raisons qui d'ailleurs peuvent se discuter, parce qu'il y a une partie de la haine qu'ils nous portent qui est notre faute. Nous avons laissé ces hommes renaître. Nous avons combattu les régimes qui les ont écrasés. Il y a un examen de conscience à faire de l'Occident dans sa politique moyen-orientale, mais qui ne justifie pas que pendant qu'on réfléchit à se battre la coulpe et qu'on boit des spritz, de les laisser transformer nos rues en champs de tir. Mais pour ça, il faut déjà reconnaître et nommer l'ennemi. Mais comme l'Occident a perdu son propre récit, le fait même de nommer les choses, il n'en est plus capable. Avant tout, c'est une guerre contre nous-mêmes, fondamentalement. Alors, on va passer au premier dossier, entre guillemets, de cet entretien. Ça commence avec l'agression de 4 policiers à Viry-Châtillon. 2 ont été gravement brûlés par des cocktails Molotov. Il y a eu énormément de réactions des uns et des autres, qui ont entraîné ensuite des manifestations, mais ça on en parlera sans doute dans un deuxième temps. Voilà, en France, on peut lancer des cocktails Molotov, on peut tuer des policiers comme ça. Si vous voulez, dans un pays dictatorial et autoritaire comme le Danemark, vous faites ça à un flic et réplique à balles réelles. On va prendre la crise par points. Les dealers voulaient protéger leur territoire d'une caméra de surveillance et ont essayé de griller du flic. Nous serions, je vous le dis sincèrement, nous le serions dans certains pays type les États-Unis, il y aurait une réaction policière immédiate et il y aurait déjà plusieurs des dealers du coin qui seraient en train de sucer les pissenlits par la racine. C'est un échange de bons procédés.
en réalité, ça n'a fait que révéler la crise profonde de la police française. Crise qu'il faut expliquer de 4 manières. Premièrement, c'est là d'ailleurs la première revendication des policiers, les flics n'osent plus sortir leurs armes. Pourquoi ? Parce qu'ils peuvent être arrêtés, parce que le temps de l'enquête, il faut le savoir, ils sont démunis de leurs armes, ils ont une retenue sur salaire, ce qu'on dit rarement, et ils sont regardés d'entrée de jeu parce qu'ils ont sorti leurs armes, pire parce qu'ils ont tiré, comme des coupables. Or, il est évident qu'il faut une présomption de légitime défense pour les forces de l'ordre. J'ai déjà à plusieurs reprises souligné qu'il faut assouplir très lourdement les règles d'engagement du feu. Et aussi, je pense que la connivence malsaine de la magistrature et de l'IGPN, l'Inspection Générale de la Police Nationale, pèse lourd dans le cœur des policiers. Connivence qui va jusqu'aux journalistes, parce que quand il faut enfoncer du flic, si vous voulez, il y a une sorte de surmoi. Si vous voulez, c'est le surmoi de la racaille, fondamentalement. Le triptyque bœuf-carotte, magistrat, journaliste. C'est-à-dire, grosso modo, ceux qui auraient aimé être racaille, mais papa et maman de l'argent. Or, non mais, je dis pas que l'IGPN n'a pas d'utilité. Au contraire. Les ripoux détruisent l'image de la police et doivent être éradiqués. La seule chose, c'est que des ripoux, il n'y en a pas tant que ça. Et surtout, ça ne légitime pas le fait d'humilier des hommes, parce que quand on voit ce qu'est une enquête IGPN, je suis désolé, les droits des policiers, le droit du contradictoire, la présomption d'innocence sont des notions tout à fait relatives. J'ai dû. Ça, c'est la première raison du clash avec la police. La seconde, elle est interne. Enfin, il y a 2 clashs internes. Vous avez remarqué que les policiers ont réagi dans leurs manifestations en dehors de leur syndicat. Et 2, qu'ils ont visé leur propre hiérarchie, qu'ils n'ont pas visé le garde des Sceaux, ce qui est généralement la cible de la police. Pourquoi ? Parce que le garde des Sceaux est généralement laxiste, parce qu'il représente d'ailleurs le laxisme incarné qu'est la magistrature française. Bon. Et là, les flics ont visé la hiérarchie. Non. Il faut que vous rappeliez d'ailleurs que quand les flics grondent, le régime tremble. La dernière grande grève des flics, c'est 1958. Là, en plus, on parle de possibles ralliements de d'autres corps de l'État comme les pompiers. Alors, quelles sont les 2 crises internes ? La première crise, elle est vis-à-vis des syndicats. Beaucoup de policiers, ça c'est une rumeur persistante au sein des services de police, elle est à vérifier, pensent que les syndicalistes passent les grades beaucoup plus vite que les autres, et donc n'ont pas confiance dans leur syndicat. D'ailleurs, certains syndicats de police l'ont reconnu, c'est-à-dire, je ne sais plus si c'est celui qui passe danser dans l'air. C'est l'UNSA Police qui a dit, on a été totalement dépassés, ils ont même pas fait appel à nous. Ça, c'est le premier point. C'est une rumeur persistante au sein des services de police. Je n'ai pas dit qu'elle était avérée. J'ai dit que le fait même que la rumeur existe est un fait à prendre en compte. Et un autre fait, c'est que la politique du chiffre est infaisable dans les moyens donnés à la police. Premièrement, parce que les flics sont pas assez sur le terrain par rapport à la masse de paperasse qu'on leur demande. Si vous voulez, une enquête aujourd'hui, je voyais un homme qui a un amour de flic, qui est Claude Cancès, l'ancien patron du 36, il n'aurait jamais pu faire la carrière il l'a dit plusieurs fois, qu'il a fait avec la masse de paperasse qu'on demande aux flics. Donc ça veut dire qu'il faut pas créer un corps spécial de fonctionnaires administratifs de la police, mais qu'il faut que des administratifs, d'ailleurs le seul candidat là, qu'il est toujours, et depuis le début, c'est-à-dire depuis le début de sa carrière politique, et toujours soutenu cette mesure, c'est Nicolas Dupont-Aignan. Il faut le reconnaître.
prendre 30 000 à 40 000 administratifs de police. Nous n'aurons pas le choix de toute façon. Nous n'aurons pas le choix. Bon. Il faut que les flics soient dehors. Ensuite, la politique du chiffre mise en place par Sarkozy, mais qui est en plus, qui est le tournant managérial de l'État. Les RGPP, Réforme générale des politiques publiques, la LOLF, une saloperie dont l'oligarchie française est très très fière, la loi organique relative aux lois de finances, il faut faire elle divise avant, une loi de finances, c'était un budget par ministère. Normal. Simple. Maintenant, c'est par programme. Donc le programme sécurité, où il y a à la fois la police, la justice, etc. Programme sécurité. Chaque programme est divisé non, c'est divisé en missions qui sont divisées en programmes, qui sont divisés en indicateurs de performance. Bon. On peut renvoyer d'ailleurs les internautes à votre conférence Qui veut la peau de l'État français. Qui veut la peau de l'État français, ouais. Vous en parliez. Alors en plus, on dit ouais, c'est vachement moderne, etc. Oui, c'est vachement moderne, ça a été testé dans le Chine Pinochet. Tout comme certains types de massages tantriques dans les stades. Or, non mais... Tout ça, c'est des trucs de Chicago Boys. En plus, ça a été fait au Chili en 73, Pinochet, on l'a fait en 2000. Même dans la connerie, on retarde. Or, cette culture du chiffre qu'on a imposée à l'État, l'État n'est pas là pour ça. L'État n'est pas là pour ça. Et le pire, c'est que ça détruit les logiques internes de l'État. Et en détruisant les logiques internes de l'État, vous obtenez quoi ? À la fois des services de moindre qualité et qui coûtent plus cher. Bah oui, nécessairement. Vu que vous faites changer des choses d'ordre. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que, comme disait Chesterton, comme disait, à partir d'une phrase de Chesterton, comme disait quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est Rémi Brague, non, c'est pas Rémi Brague, c'est Pierre Manin. Une idée catholique, quand elle sort du moule catholique, elle est plus catholique. Or, l'État a des manières de fonctionner à lui, parce qu'il a un but qui est la survie collective, et vous pouvez y injecter autant d'idées du privé que vous voulez, généralement, par un système de greffe et de rejet, parce que certaines méthodes ne sont tout simplement pas adaptées et pas adaptables, vous allez juste détruire les services et obtenir des surcoûts. C'est tout. L'État, ça doit se penser comme un État, une entreprise, ça se pense comme une entreprise. Or, l'État n'est pas une entreprise. Faut bien comprendre ça. Toute cette idéologie du chiffre a été dans les services de sécurité catastrophique. Je vais vous donner un exemple. Le préfet a des primes si la politique de sécurité arrive à faire de bons chiffres, donc il faut faire du chiffre. Le commissaire aussi peut avoir des primes. Grosso modo, un patron, alors là je parle pas de chiffres à la virgule près, hein, donc il faut me pardonner, je donne des ordres de grandeur. Gardien de la paix, c'est un peu moins de 2000 € par mois. Un officier, 3000 €. Un patron, 5000, dans les grandes lignes. Le problème, c'est que le patron, il peut avoir des primes. Il va pressurer ses hommes. Et il y a des tas de choses qu'on va pas faire remonter. On va faire plus de mains courantes que de plaintes. Ah oui, parce que... Par exemple, dans les indicateurs de la mission sécurité, il y a le nombre de plaintes. Par contre, il n'y a pas le taux de résolution d'enquête. Donc on fait baisser le nombre de plaintes, c'est facile ça. Il y a différents facteurs hein, qui valident les primes pour les commissaires. Par exemple, combien en termes de verbalisation. Combien on a verbalisé. Par exemple, on va les raqueter les putes. C'est le raquette, parce qu'elle les paye toujours, hein, pas de problème.
il y a 6 ou 7 variables des primes de commissaire. Or, ce système-là, les flics en peuvent plus. Les flics en peuvent plus. Et c'est la grogne contre leur hiérarchie, c'est ça. Parce que l'échange de ça, pour faire de bons chiffres, eh bien, on tait la réalité du terrain. Et je suis désolé, un commissaire de police, c'est un limier, c'est pas un comptable. Un comptable, ça existe, c'est une profession tout à fait... nous, au cercle Aristote, on le sait, parce qu'on a un comptable d'élite, mais c'est une profession qui est tout à fait respectable. Mais commissaires de police et comptables sont deux réalités totalement différentes. Et cette logique du chiffre, qui d'ailleurs veut être amplifiée par les grands intellectuels devant l'éternel, que sont M. Le Maire, M. Juppé, voire même M. Fillon, qui, sur ces plans-là, est bien mal aspiré, c'est en train de scinder la profession en deux. Ça, c'est la crise interne. Et surtout, la crise des flics, elle est face au triptyque politique, journaliste, magistrat. Vis-à-vis des journalistes, ça sert à... Même si ça ferait plaisir, ça sert à rien de mitrailler un corbillard. C'est une cause qui est déjà entendue. Vis-à-vis des politiques, les flics n'aiment pas le discours sécuritaire, je te tape dans le dos, qui était vraiment le discours de Sarkozy, qui sent l'huile, quoi. Qui est dans les commissariats, je te tape dans le dos. Pour ensuite les lâcher. Les lâcher avec des commissariats qui sont insalubres, avec du matériel hors d'âge ou déficient, avec un gilet pare-balles pour 2 fonctionnaires. Alors là, évidemment, maintenant, ils les attaquent au cocktail Molotov, on leur dit on va faire des uniformes unifugés pour que les flics grillent plus vite, enfin grillent plus lentement. Hein ? Comme ça, c'est vachement bien, parce que si le flic grille plus lentement, ça fera jamais qu'un demi-poulet grillé. Bon, voilà, c'est le... Non mais, c'est... Si vous voulez, c'est... Les flics ne supportent plus qu'on utilise la sécurité des Français dans une sorte de populisme pénal à petits bras. Il faut faire une politique de sécurité, une politique répressive. Mais qui ne doit pas être, tous les 5 ans ou tous les 10 ans, le marchepied de Sarkozy, après ce sera Wauquiez, après ce sera Ciotti. Justement, Alain Juppé a déclaré très récemment « Je n'aime pas les flics ». Il aime encore moins les juges, ouais, je peux... Je n'aime pas les flics, je déteste les juges. Oui, ça lui a valu 1 an de vacances chez les caribous. Juppé et la haine sociale. Il changera jamais. Il changera jamais. Un jour, il avait dit au frère de Roselyne Bachelot, M. Narquin, qui était spécialiste des radios libres, des premières radios 81. Il voulait lui expliquer un truc en radio, et d'un seul coup, Juppé met sa main dessus et dit non, il y a des hommes qui sont nés pour commander. Grosso modo, pas toi. Là, c'est Juppé dans son horreur. C'est bien parce que ça, on va en avoir 5 ans comme ça. Super. Donc, mais c'est Juppé. Voilà, ça suffit à soi-même. Juppé se suffit à soi-même. Ça, c'est sûr. L'humanité l'attendait. D'ailleurs, l'humanité, faudrait quand même rajeunir l'humanité, il faudrait la faire commencer à la naissance de Juppé. Or, voilà, c'est Juppé tel qu'on lui-même. Mais pour revenir à cette crise qui est beaucoup plus profonde, il ne faut pas oublier que tous ceux qui ont fait du populisme pénal ont liquidé les moyens de la police, à commencer par Sarkozy. Alors qu'il lui dit il fallait faire des économies. Oui. Je rappelle que toi, t'as augmenté ton salaire, soi-disant pour égaler le Premier ministre, je crois de 9 000 à 18 000 euros. Donc pour un homme qui fait des économies, je rappelle quand même que sous Sarkozy, une large partie du ministère de la Culture servait avant tout à promouvoir les amis de Madame Bruni. On aurait pu faire des économies là-dessus aussi. Hein ? Moi je dis ça, je dis rien. Donc, premièrement, les flics en ont marre d'être utilisés par les politiques, et par les politiques les plus vils, quoi. Enfin, Ciotti, quoi. Ciotti, tu vois, à un moment, tu te penses dans X-Men, parce que tu sais, la base de X-Men, c'est quoi ? C'est tous les 20 000 ans, l'humanité fait un bond en avant.
Mais et si elle en faisait en arrière, tu vois, tu peux retourner l'hypothèse. Et bah t'as Ciotti. Voilà, c'est tout. Et dernier point, surtout le clash police-justice. Clash qui s'explique par quoi? Est-ce que vous imaginez ce que c'est pour des fonctionnaires de police de devoir arrêter la même personne plusieurs fois par semaine pour des choses différentes? Vous rendez-vous compte que toute condamnation inférieure à 2 ans ne sera pas exécutée. Or, un délinquant, ça réagit comment? Comme un gamin, en fait. Un gamin qui fait une connerie que vous ne punissez pas, vous allez vous retourner parce qu'il est trop mignon, il a fait semblant de pleurer, vous vous retournez, etc. Le gamin, il fait quoi? Il vous tire la langue. Le délinquant réagit un peu pareil. Tu m'as pas appuyé, je te baise. Bon. Ensuite, vous me direz, pourquoi la magistrature fait pas son boulot en France? Rétrospective. La magistrature fait pas son job déjà parce que la magistrature en France est très lourdement idéologisée d'un point de vue pénal. Plus de 80% de la magistrature a une croyance dans une théorie pénale. Il y a plusieurs théories pénales. Par exemple, je suis très très proche de ce qu'on appelle l'utilitarisme pénal. C'est-à-dire, à quoi sert la peine? Parce que la question c'est ça, c'est à quoi sert la peine? À quoi sert la peine? À protéger la société. Je dis franchement. On n'est réinsérable que ce qui a déjà été inséré. Le reste, doit vouloir la rédemption par la pression et pas par la compassion. Pour être plus précis, il faut leur briser les reins. Une fois les reins brisés, une fois qu'ils comprennent que le système est plus fort qu'eux, ils se conformeront. Pourquoi? Parce que l'idéologie de la racaille, c'est l'idéologie de la force. Tout simplement. Ou alors, on les traite avec des travailleurs sociaux, et comme dit très bien Xavier Hofer, si un jour les travailleurs sociaux posent des problèmes, ils les tueront. Parce que, il faut bien comprendre 2 choses. Nous avons eu une évolution de la faune carcérale. L'ordonnance de 45, par exemple, sur les mineurs est totalement inappropriée aujourd'hui, parce que les mineurs sont dans une logique d'ultra-violence. Donc il faut les briser dès ce moment-là. C'est la fameuse théorie célèbre de Rudolph Giuliani, qui était district attorney puis maire de New York, de la fameuse théorie du carreau cassé. C'est-à-dire, premier problème, première sanction. Théorie dissuasive. Alors que la magistrature française, elle croit dans une toute autre théorie, qui est la défense sociale. C'était, grosso modo, le dernier jour d'un condamné. Toute peine est injuste par définition. Je l'ai déjà dit devant cette caméra. J'adore Hugo, mais dernier jour d'un condamné est un ouvrage malhonnête. Parce qu'on sait tout sauf ce qu'il a fait. Hein? Vous rajouteriez une phrase « et il s'appelait Marc Dutroux » et d'un seul coup... Ça change de perspective. Ah ouais. D'un seul coup, l'échafaud devient sexe. Très. Or, le seul problème, c'est que la défense sociale présuppose la culpabilité de la société dans l'acte criminel. Et donc, le criminel qui est plus acté qu'acteur doit être rééduqué. Fermer une prison, ouvrir une école. Bon. Tout ça est très mignon. Très mignon, très chaleureux, très inefficace. Nous sommes face à une délinquance qui aujourd'hui croit dans les pouvoirs de l'ultraviolence, ce qui n'était pas le cas du milieu avant. Pourquoi? Parce que le milieu avait en face, quand vous faites partie du milieu, par exemple du milieu marseillais, et que vous êtes en face de l'État gaulien, vous savez très bien jusqu'où il ne faut pas aller. Parce que sinon, vous savez, poids mouche contre poids lourd, c'est pas de la belle boxe. C'est terrible de voir un mec se faire battre à mort. Parce que c'est ça. Quand vous avez une brute épaisse qui tape sur un petit, ben c'est ça. Quand la main souveraine de l'État se refermait sur eux, fallait l'État gaulien, quand ça tapait, hein. Puis ça tapait sec. Aujourd'hui, la racaille n'a plus peur. Elle sait que les flics ne sortiront pas leurs armes, elle sait que les magistrats les couvrent, parce que les magistrats les couvrent.
dans leur esprit à eux. Alors les magistrats diront, mais non, nous on fait notre boulot, on le fait mal, mais on fait notre boulot. Je dis, oui, mais pour le voyou, vous êtes... Dans l'esprit du voyou, quand il arrive en cour de justice, il a 2 avocats, dont un seul qui sont tous les 2 payés par l'État, un par l'aide juridictionnelle, l'autre par son traitement de fonctionnaire, et le parquet. Bon. Donc voilà, Or, il n'y a plus aucune... les liens sont coupés pour longtemps entre la police et les magistrats. Le mépris de la caste judiciaire pour les flics n'a rien arrangé. Alors vous me direz, comment faire? Parce que c'est bien beau de faire le constat. Bon, j'ai déjà parlé de la légitime défense chez les policiers. J'ai déjà parlé de la nécessité de repenser l'État en termes étatiques. Ça, je suis déjà expliqué ailleurs, ça sert à rien de revenir là-dessus. Sur la réforme de la justice, que faire? Alors, il faut une réforme du corps des magistrats, il faut une réforme du procès, il faut une réforme de la peine, de la signification de la peine, et il faut une réforme du système carcéral. Point 1. Déjà, on va scinder siège et parquet. Il faut un corps des procureurs. Deuxièmement, il faut rappeler que la justice n'est pas un pouvoir. La justice est une autorité, chez Montesquieu par exemple. Pourquoi? Parce qu'elle n'est qu'une autorité déléguée du pouvoir exécutif. Ou alors, moi j'ai pas de problème, on élit les juges. Vu ce que les Français veulent, vous allez voir. Moi je veux bien, hein. Mais alors là, faudra pas hurler à la trumpisation des esprits. Là, faut faire gaffe. Là, parce que là, en termes de populisme pénal, on va remarquer, la campagne va être sympa. Hein. Parce que vous allez avoir les juges du Parti Socialiste qui vont faire 5% partout. Sauf autour du tribunal de Bobigny, parce que les banlieues vont voter pour eux. On vote toujours pour les copains. Mais là, vous allez voir, ça va être du raid. Bon, moi, je veux bien, hein. Pas de problème. Donc, soit on élit les juges, en France, infaisable. Soit les juges rentrent dans le rang. Et pour les faire rentrer dans le rang, il n'y a pas 40 manières. Premièrement, couper le corps en 2. Deuxièmement, rappeler que un jugement, ça se fait au nom du peuple français, et d'ailleurs, c'est un problème de souveraineté. Parce qu'aujourd'hui, l'idéologie des juges, c'est quoi? Nous sommes les garants des libertés, des droits fondamentaux, et le juge de droit commun du droit européen. Nous sommes protégés par Bruxelles. Ce fil-là doit être coupé. La Cour de cassation et le Conseil d'État, comme le Conseil constitutionnel, doivent voir leur pouvoir prétorien être largement amoindri, c'est-à-dire le juge est bouche de la loi. Point barre. Ils ont démontré leur inefficacité. C'est au législateur de faire la loi, c'est au peuple français de faire la loi. Ensuite, vous me direz, je l'ai déjà dit, il y a une revendication des magistrats qui est tout à fait légitime, c'est l'augmentation de moyens. Parce que le contentieux a triplé en un siècle, pour un nombre de magistrats qui est sensiblement le même, c'est-à-dire 6000 et quelques, enfin 6005 ou 6007, quelque chose dans ce goût-là, peut-être 7000 maintenant, mais qui est sensiblement le même qu'à la fin du 19e siècle. Et bien, pour ça, l'École nationale de la magistrature doit être dissoute. Les juges doivent être plus âgés, donc il faut les prendre certainement à un grade de droit plus élevé. Et plus les juges vont en haute cour, plus ils doivent devenir un corps de jurisconsulte, de légiste, pour reprendre le vocabulaire royal. Et les juges qui ne font qu'exécuter, c'est-à-dire les juges des tribunaux d'instance, de grande instance, donc l'équivalent des tribunaux de police, tribunaux correctionnels, et des cours d'assises, eux doivent avant tout avoir une formation large et assez longue au contact de la police, de la criminologie, et doivent toujours se rappeler qu'ils sont là, avant tout, pour appliquer une politique pénale qui a été décidée par le peuple français. Politique pénale qui ne doit plus avoir comme volet premier la réinsertion, mais la notion de dangerosité. C'est-à-dire, es-tu, mon camarade, un problème pour la société?
Si c'est le cas, t'as placé en cage. T'as placé en cage. Et tant que tu ne seras pas calmé, tu y resteras. Hein? Non, attention, avec des conditions de liberté publique normale. Pour un homme incarcéré, c'est-à-dire il est anormal que des hommes soient à 6 dans 9 mètres carrés, c'est anormal. Il est anormal qu'un jeune homme qui va en prison risque d'être violé collectivement, tout ceci est totalement, bien évidemment, anormal. Et il faut des solutions là-dessus, j'y viendrai à la fin. Vous me direz, comment augmenter rapidement le corps des magistrats? Eh bien, je pense prendre parmi les avocats, les flics et les docteurs en droit. Les magistrats, il est normal qu'il y ait 20 000 magistrats en France. C'est-à-dire à peu près le triplement de l'effectif par rapport au triplement du contentieux. C'est normal. Ça veut dire aussi une politique d'infrastructure, parce que nos tribunaux ne sont pas prêts à une augmentation pareille d'effectifs. Tout ceci est un plan à long terme. Par contre, la magistrature doit faire grâce au peuple français. Parce que beaucoup de magistrats pensent que, à raison, ils ont fait tomber une monarchie. Je vous rappelle que c'est la révolte des parlements qui est l'une des principales causes de la chute du régime royal. Ils pensent qu'ils feront tomber une république, qu'ils fassent très attention à ce type de calcul. Je rappelle que il y a quelques années, je donne toujours cet exemple, mais je radote à dessein. Aucun juge ne vivait dans le 93 des juges siégeant au tribunal de Bobigny. Si aujourd'hui il y en a 2, d'ailleurs je crois que c'est toujours le cas, Jean-Yves Le Gallou avait fait un très bon travail, il avait cartographié les juges français. Il y en a beaucoup dans le 14e, dans le 15e, dans le 16e arrondissement. Pourtant, Bobigny, pour faire la migration pendulaire, c'est un peu loin. Pourquoi ne veulent-ils pas vivre plus près? Pourquoi ne veulent-ils pas s'insérer dans ce climat social divers et multiculturel autour du tribunal de Bobigny qui leur permettrait de connaître ces gens si sympathiques du sort desquels ils doivent parfois décider? Qu'est-ce qui fait que le 93 n'intéresse pas nos magistrats dans une optique d'acquisition immobilière? Vous n'avez pas d'idée? On n'a peut-être pas envie de côtoyer de trop près ses ouailles, parce que on peut les croire innocents, on n'a pas envie de vivre à côté. Oui, je peux comprendre. Donc, je ne dis pas, bien évidemment, de maintenir les obligations de résidence, etc., ça n'a aucun intérêt, mais que les juges regardent leur propre sociologie. Ils protègent des délinquants qu'ils fuient dans leurs comportements sociaux. C'est là où Christophe Gullet a raison, hein. L'antifascisme est vraiment une arme de classe dégueulasse. C'est-à-dire, vive le personnage de Marceau, Jean-Youssef le dealer, vive Jean-Youssef, du moment que je ne vis pas à côté, qui ne crame pas ma bagnole. Ça, c'est l'idéologie de la magistrature française. Ça va falloir que ça cesse. Pourquoi? Parce que les Français les détestent, il faut quand même qu'ils se rendent compte. Aujourd'hui, c'est quoi les institutions les plus aimées des Français? L'armée, la police. Donc tout le monde se méfie. Les magistrats sont avec les journalistes dans la même poubelle que les politiques. Ouais. D'ailleurs, tout ce petit monde se côtoie à l'extérieur des poubelles, hein, malheureusement. Et aussi dans d'autres lieux, mais je ne reviendrai pas sur, entre autres, la carrière du brave monsieur de... N'est-ce pas, hein, qui a croisé monsieur Strauss-Kahn, peut-être pas à Sarcelles, mais peut-être aux chandelles. Or, ceux qui cherchent le trouveront. D'ailleurs, il faut faire très attention, parce que la magistrature sait très bien que si on ouvre le cas du comportement des magistrats, particulièrement face à certaines affaires de mœurs, nous aurons de grandes surprises. La magistrature le sait. D'ailleurs, il y a des magistrats qui sont suspendus tous les ans pour des manquements au devoir par rapport à ça. Il faut faire très attention. Le peuple français déteste déjà sa magistrature sans réellement la connaître. Quand il la connaîtra, ce sera pire. Donc les magistrats honnêtes, qui sont évidemment la quasi-intégralité du corps, on parle toujours que des trains qui n'arrivent pas à l'heure, doivent vouloir cette réforme. Car à un moment, les Français l'imposent.
Les Français l'imposeront, les Français n'en peuvent plus. Autre petite réforme de structure, la fin de l'échevinage. Il est anormal que la mafia des tribunaux de commerce se maintienne. Il est anormal de maintenir des magistrats non professionnels. On peut avoir... après, il faudra délibérer sur le cas des prud'hommes et des baux ruraux. Mais le tribunal de commerce, ça doit sauter. C'est une sous-mafia. En termes de... Il n'y a pas de revalorisation de salaire immédiate parce que les magistrats gagnent bien leur vie quand même. Et surtout, de faire comprendre que par un système de peine plancher, que ce qu'on appelle la souveraineté des juges du fond a une limite qui est la souveraineté du peuple français. C'est-à-dire on ne négocie pas les peines, comme beaucoup de magistrats aiment le faire, et on n'utilise pas à tort et à travers son pouvoir de requalification pour éviter les jurys populaires. Qu'à un moment d'ailleurs, il faudra certainement généraliser, comme ça ce sera vite fait. Non mais, j'ai pas une confiance hors norme dans les jurys populaires, c'est pas ça le problème. Le problème c'est qu'il est anormal que, sur un pays qui a 200 viols par jour, il est anormal que que plus de la moitié des viols qui arrivent, dont les enquêtes sont bouclées, ce qui est déjà très rare sur des cas de viol, soient traités en attouchement. Soit requalifiés par rapport au pouvoir de requalification du magistrat. Bon, on fait ça à ma fille, le mec, je le flingue. Enfin, moi, je les flingue tous les deux. Je flingue celui qui l'a fait, mais je flingue le magistrat aussi. C'est clair. Vous imaginez pas ce que c'est. Moi, j'ai travaillé avec des victimes. Vous voyez pas ce que c'est. Vous n'imaginez pas ce que c'est. Et le pire, c'est qu'en plus, il faut le savoir, il y a des tas de vexations qu'on fait aux victimes. Par exemple, quand vous perdez un proche de la faute d'un délinquant, qu'il est en prison et qu'il vous doit de l'argent, vous avez sur votre relevé bancaire, ça c'est une demande des victimes depuis des années. J'espère que ça a été fait, c'est à vérifier, mais je pense que non. De ne plus avoir le nom. Vous imaginez les parents des petites Julie et Mélissa, virement Marc Dutroux. Vous voyez ce que c'est le choc? Mais est-ce que vous imaginez ça? Personne ne peut imaginer une douleur comme celle-là. Moi je trouve que les gens sont bien gentils. Hein. Les gens sont bien gentils, mais un jour va arriver le cas suivant, c'est qu'un père de famille ou une mère de famille, ivre de colère, ivre de peine et de rage, va se pointer, va dessouder tout le monde. Là, la magistrature voudrait être bouchiste et requalifiera pour éviter le jury populaire parce que 90% de chances qu'elle sorte. Là, on sera arrivé, là, on aura passé le dernier cap, à partir duquel le corps des magistrats dans son entier devra être purgé. Nous devons raison garder, nous devons garder la stabilité de l'État, donc évitons ça. La seule chose, c'est que pour éviter ça, les flics veulent l'éviter. Les flics, qu'est-ce qu'ils demandent? Ils demandent le droit de faire leur métier dans des conditions normales. Le problème, c'est qu'il n'y a plus en face d'interlocuteur. Après, la balle est dans le camp des magistrats. Hein. Au passage, interdit de syndicalisation. Le syndicat de magistrature sera dissous. Il est anormal, car je rappelle, parce qu'ils disent oui, mais et l'indépendance des magistrats? L'indépendance est la condition de l'impartialité. Ils ont eu l'indépendance, ils ont refusé l'impartialité. Donc leur indépendance ne leur sert qu'à être au-dessus de la loi qu'ils doivent servir. Aujourd'hui. Après, ce n'est pas l'entièreté du corps, que personne n'hurle, il y a des comportements parasitaires de certains magistrats. Et c'est l'État qui va devoir rediscipliner tout ça, et ça passe entre autres par la dissolution du syndicat de la magistrature, dissolution qui aurait déjà dû avoir lieu après l'affaire du mur des cons, qui est une affaire extraordinairement grave. Parce que ça veut dire que tous les justiciables, pour des raisons idéologiques, ne sont pas égaux. Et là encore, l'indépendance des magistrats a été prise en défaut par rapport à ce qu'ils sont, c'est-à-dire souvent de sous-militants politiques. Je pense que le tour est fait par rapport à nos amis policiers, que bien évidemment nous soutenons. Moi je suis désolé, et là je donne juste un message aux pseudo-nationaux, parce que là alors je sais que j'en donne trop, mais il faut aussi éduquer les simples esprits.
Les mecs, oui, vous vous rendez compte, ils nous ont tapé dessus à Manif pour tous. ACAB. Déjà, ACAB, ils savent pas ce que ça veut dire. C'est un All Cops Are Bastards. Hein. Il faut quand même qu'ils comprennent une chose. C'est que, moi je l'avais dit au moment de la Manif pour tous, une compagnie de CRS, ça frappe du sabre, pas du scalpel. C'est quand même 40 mecs de 100 kilos avec 40 kilos de barda qui t'arrivent dans la tronche. Bon, c'est la vague bleue, c'est pas la vaguelette bleue. Bon. Les syndicalistes ne se plaignent pas, les syndicalistes ont eu plus de blessés en manif que la Manif pour tous. Et puis surtout, nous savons aujourd'hui que les ordres du préfet de police qui étaient de vraiment frapper sur les manifestants de la Manif pour tous n'ont pas été suivis par la plupart des unités. Or, à un moment ou à un autre, tous les groupes sociaux en France ont des choses à se reprocher. Entre eux et vis-à-vis de l'intérêt supérieur de la patrie. L'état de la France est notre affaire à tous et notre culpabilité collective. Donc à un moment, il faut oublier certaines choses. Et surtout, le sentiment anti-flic de Marie Chantal, qui, dès qu'elle voit 3 blacks à côté de sa bagnole, appelle la police, me fait un peu marrer. Voilà. Donc, ultime point, il est évident que la police, ça c'est un message de soutien personnel, comme dit très bien j'ai oublié son nom, mais l'ancien entraîneur du RAID, Paturel, je crois. Robert Paturel. Robert Paturel, qui est quelqu'un de très bien. N'hésitez pas à défendez-vous. Parce que mieux vaut être jugé par 12 que porté par 6. Un mot de transition avant le second dossier. Est-ce que vous avez un commentaire à faire sur Rachid Nekaz, qui est l'homme d'affaires algérien qui est connu récemment pour payer les amendes des femmes françaises en burqa, qui s'est fait d'ailleurs surtout connaître dans le reportage de la Villardière, dossier tabou. Oui, tout à fait, et qui a eu une sorte de duel avec la Castafiore, enfin il a eu une engueulade avec Morano, donc c'était vraiment... Tu vois, le duel de gnous dans un tunnel. C'était drôle parce qu'il venait régler une amende, c'est ça, et elle se collait à lui. Elle voulait pas le laisser passer. Alors au début, je croyais qu'elle avait quelque chose à lui vendre. Il est frais mon poisson, mais a priori, contrairement à ce que dirait Hassan Chalgoumi, c'est pas dans la catégorie de poisson que ça se faisait. Hein. Alors, vous voyez les vidéos d'Hassan, il parle parfois de poisson, on sait pas pourquoi. Mais enfin, c'est un peu étonnant. Moi, c'est assez simple. Quand un État n'est plus souverain, vous avez ce genre de clown qui se pointe. Donc, donc c'est assez simple. Interdiction de territoire. Vous voulez, ça devrait... C'est 20 secondes, ça. Interdiction de territoire à vie. Prise d'empreinte, prise de rétine. Cher ami, l'horaire de nos charters vous sera adressé. Une escorte sera là pour vous y mener. Chut, dehors. Alors on passe au dossier suivant, qu'on pourrait dire le dossier des migrants, entre guillemets. Alors il y a eu le démantèlement de la jungle de Calais, effectivement, mais est-ce que vous voulez revenir éventuellement sur Il y a eu une agression au couteau d'un journaliste et le viol de sa traductrice, qui faisait un reportage pour France 5, c'était le 18 octobre. On n'en a pas beaucoup entendu parler. Non, pas par la pression des collègues. C'est-à-dire que le nouveau prolétariat est intouchable. Voilà. C'est-à-dire qu'une pauvre nana a été violée collectivement, je crois, par des Afghans. Et puis... Et voilà. C'est-à-dire que, vous voyez jusqu'où ça va. C'est-à-dire et le pire, c'est que il est possible que cette pauvre femme, comme le petit gamin de Sciences Po il y a quelques années, rappelez-vous, dans un bus qui avait failli être tapé à mort, il avait retiré sa plainte pour éviter de faire le jeu de, comme Christophe Gulis s'en amuse dans son dernier bouquin, le jeu de, hein, ne fais pas le jeu de, tu vois.
Tu as été violé, oui, mais par un migrant. C'est quand même mieux que d'être violé par un berrichon alcoolique, hein, tu vois. C'est dans l'échelle symbolique du gauchisme. Bon, parce que si tu es violé par le berrichon, c'est un crime antiféministe, mais par le migrant... C'est une ouverture d'esprit. Bah, en tout cas, c'est un accident regrettable. Mais il ne faut pas d'ailleurs le traiter différemment, pour ne pas faire le jeu de... Et donc, on a démantelé, ils ont mis le feu, c'était les fameuses traditions, alors là... alors, les traditions de la population. Nous avons déjà des incendies depuis 2 semaines environ. Ça fait, on peut le regretter, mais ça fait partie des traditions de la population migrante de détruire leur habitat avant de partir. Ça veut dire aussi que vraiment ils ont compris que le camp de Calais c'était fini. La question qu'on se pose, c'est étant donné que les migrants ne viennent pas des mêmes pays, c'est la tradition de quoi? Parce que, Ah bah de la population migrante. oui, c'est ça. C'est une catégorie sociologique. Ah bah si tu remets en cause l'unité du migrantisme... Si tu remets en cause l'unité du migrantisme, tu fais le jeu de... On devrait faire un jeu de société. Parle de tel et tel sujet sans faire le jeu de... Ah l'horreur. Mais ils ont mis le feu, c'était alors la brave préfète. Tu vois, bon, je vais pas dire sous le général de Gaulle, parce que sous le général de Gaulle, elle serait pas préfète. Donc, mais avec un vrai ministre de l'Intérieur, tu vois, elle est filmée, elle était en direct sur BFM, eh ben, elle aurait pu apprendre son limogeage en direct. Tu vois, par texto, t'es viré. Elle a quand même dit, on leur a dit qu'il valait mieux ne pas le faire, mais il y en a encore qui le font. Alors déjà, Il y a une tradition chez les migrants, c'est que quand ils s'en vont, alors on leur a dit qu'il fallait pas le faire, mais que quand ils s'en vont, ils font brûler leur tente, leur cabane. Alors on leur a bien dit qu'il fallait mieux pas le faire, mais il y en a encore quelques-uns, beaucoup moins que lors de la zone sud, mais il y en a encore quelques-uns qui le font. Déjà, je suis pas totalement sûr de la syntaxe. Non mais, avant, il y avait un prof de... faut savoir qu'il y avait on a détruit les cours de rhétorique. Mais il restait 2 profs de rhétorique en France, si mes souvenirs sont bons, à l'école de la gendarmerie à l'ENA. Pour leur apprendre la diction. Là, il n'y a pas un problème. Ah si. Il n'y a pas un problème, parce que bon, ma fille a 1 an et demi, elle parle déjà mieux que ça. Or, non mais c'est horrible. C'est horrible. Déjà, vous voyez, ça détruit l'État. Ça détruit l'État. Et attention, qu'on ne me fasse pas de procès dans ce que je n'ai pas dit. C'est pas du tout la féminisation. C'est le fait que l'État, c'est la verticalité. C'est pas le problème de mettre des hommes ou des femmes dans les postes à responsabilité, c'est d'assumer la verticalité. Je préfère les femmes à poigne au bec mou. C'est pas pour rien que la plus grande politique depuis les années 70, c'est Marie-France Garot. Hein. Pas pour rien. Et comme femme à poigne, crois-moi que si elle avait régné, la France serait dans un autre état. Hein. Et, par contre, comme femme à poigne. Tu vois, Theresa May, c'est une femme à poigne. Bon, Maggie Thatcher, aussi critiquable soit-elle. Golda Meir. Golda Meir. Golda Meir. Je suis le seul homme de mon gouvernement. Bon, extraordinaire, Golda Meir. Mais le grand problème, c'est qu'aujourd'hui, vous avez ça. C'est-à-dire des gens qui incarnent l'impuissance publique. Et qui sont là pour que l'impuissance publique perdure. Bon. Que fais-tu avec ce kérosène, mon petit ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Ah, si c'est traditionnel. Du coup, le viol également, du coup. Mais on peut dire que le viol est traditionnel. Pire que ça, ils auraient brûlé les 2 journalistes. En disant tradition de la population migrante. Après le viol. Non mais tout ça reste traditionnel, bien sûr. Non mais. Et oh. Surtout quand c'est les traditions françaises, ils leur parlent dessus. Quoi. Ah oui, mais ça fait le jeu d'eux. Donc, si tu ne veux pas faire le jeu d'eux. Bon, bah voilà. Par exemple, là, il y a des salopards pour mettre des crèches sur le truc public. Ça fait le jeu d'eux. Bon, hein, voilà. Mais c'est... Non, mais voilà où on en est, quoi. C'est pour ça que moi, je vais dire quelque chose qui me sera reproché, mais il est normal, à un moment, de donner
après une vaste réforme de la haute fonction publique, c'est-à-dire plus de pantouflage, plus de je fais l'école et 3 ans après je me tire, etc. Une remilitarisation. Déjà, la fonction de préfet est une fonction militaire, je le rappelle. C'est une fonction militaire. Sous l'Empire romain, c'est ça? Non. Toujours aujourd'hui. Oui. C'est-à-dire qu'en cas d'invasion, le préfet, comme le maire d'ailleurs, font partie des officiers publics qui ont des charges de défense. C'est quoi ça? Et puis surtout, comme c'était à Calais, ça a fait le tour de toutes les télévisions britanniques, donc le monde entier est au courant. Non mais, oh, on va devoir faire quoi? On va devoir rappeler le fantôme de Lee Kuan Yew pour venir faire l'ordre en France? On va devoir aller demander des conseils à Kim Jong-un? À qui? Non mais attendez, on est le pays du précaré, on a été le pays des brigades du Tigre, nous avons brisé. C'est pour ça qu'il n'y a jamais eu de mafia en France. Nous on les a fracassés. Fracassés. Et on n'est pas capable de gérer ça? Attendez. Alors le gros problème, c'est qu'il va falloir remilitariser une partie de l'État français. Très clairement. Pas remilitariser avec des flingues partout, etc. Mais il va falloir mettre une rigueur militaire dans au moins la part de haute fonction publique qui a des fonctions de défense. Merde. Si vous voulez, vous imaginez Michel Debré reviendrait d'entre les morts? Il aurait peur. Déjà, il aurait peur de ce que sont devenus ses rejetons, mais il aurait peur tout court. Il aurait peur tout court. Non, mais vous voyez le problème. Non. Surtout que le problème de Calais. En plus, on a tous les chiffres, toutes les études sont faites. Un clandestin sont à partir de je crois que c'est 5 ans de présence, il faudra voir, c'était le rapport Gourevitch. Au bout d'un certain nombre d'années de présence, sa présence coûte plus cher que son expulsion. Bon. Voilà. Il est totalement anormal qu'on soit dans cet état de faiblesse consubstantielle. Le pire, n'oubliez jamais une chose. C'est l'extrême centre qui fait la guerre civile. Rappelez-vous la conférence sur Stasis. Ce sont les pouvoirs forts. Un pouvoir fort, même un pouvoir autoritaire, n'est pas un pouvoir despotique. Essayons de penser au-dessus du niveau de Raphaël Glucksmann. Ça nous fera déjà penser, au-dessus du niveau du trottoir, ce qui est déjà pas plus mal pour avoir de la visibilité. Or, seuls les pouvoirs forts affrontent les grandes crises. Les pouvoirs d'extrême centre, à ce que Juppé va faire, etc., sont des pouvoirs de guerre civile. C'est la faiblesse appelle le drame, pas la force. La force peut emmener l'injustice, mais elle n'emmène pas le désordre. Et comme disait Hegel, je préfère l'injustice au désordre. Qu'on le veuille ou non. Et encore, l'injustice n'est pas certaine, alors que la faiblesse et le désordre, c'est sûr. Si vous n'êtes pas convaincu, regardez par la fenêtre. Voilà. Alors, on passe à un autre dossier, celui des primaires à droite. Est-ce que vous avez déjà un mot sur le premier débat? On assiste au ralliement d'hiver. Bayrou soutient Juppé. Hier, Valérie Pécresse a dit qu'elle soutiendrait Juppé. Ils sont certainement en train de négocier. Les adaptations françaises, ça n'a jamais été très bon. Si vous voulez, cette version française de Walking Dead commence vraiment à mal se passer. Parce que déjà, on attend des Gantz. On attend celui avec la batte de baseball qui termine tout le monde. Donc, non, mais franchement, vraiment, cette version-là de Walking Dead est vraiment mauvaise. Il faut... nullissime. Donc, bon... Alors, que dire? Kosciusko Morizet a été égale à elle-même, donc nul. Sa constance est à souligner. Bruno Le Maire a été lui-même et ça lui suffit. D'ailleurs, il suffit de Bruno Le Maire. Il faudrait d'ailleurs y mettre fin. Sarkozy a joué le lapin Energizer. Ce qu'il fait mieux que personne. C'est un animal politique extraordinaire, Sarkozy. Il a une énergie, il a une force.
Et surtout, Juppé fait des grosses erreurs. Par exemple, quand Juppé va sur la dalle d'Argenteuil en disant « Ouais, moi je peux aller vers les IVA », la preuve avec mon ami le frère musulman Tarek Obrou, dont nous reparlerons prochainement. Oui, parce qu'il avait fait une très intéressante vidéo sur Hassan al-Banna, que tu peux regarder il n'y a pas longtemps. Très intéressant. Il parle du califat, de la non-interprétation du Coran. Voilà, comme on dirait l'autre, comme on fait sur Facebook, Al-Zawahiri approuve, ou Dark Vador, ça dépend de quelle religion vous êtes. Mais en réalité, là par exemple, Juppé vient de faire une terrible erreur de com. Parce que la dalle d'Argenteuil, vous en avez assez de cette bande de racailles, on va vous en débarrasser. Ça avait fait la force de Sarkozy. Parce que l'électeur UMP de base, lui, il en a marre de la racaille. Et de voir Juppé aller leur taper dans le dos, bravo l'erreur de com. Ça vient de son arrogance. Et surtout, il faut bien savoir une chose. Les sondages internes de l'UMP, qui sont tous à peu près bidons, c'est pour ça que moi je donne pas de pronostic, mais on sait une chose, Juppé n'est pas aimé pour son projet, il est aimé parce qu'il est sûr de battre le Front National. C'est tout. Or, pour être Juppé, au contraire, est le meilleur adversaire pour Marine Le Pen. Le meilleur. Il va être l'extrême centre. Faire le gouvernement central et la poser comme chef de l'opposition. Alors que Sarkozy, lui, peut refaire le coup de la ligne Buisson. Il peut tenter de le refaire. Ça marchera à la marge. Toujours. Particulièrement l'électorat du Sud. Alors, il y a qui d'autre qui se présente? Je garde Poisson pour la fin, il n'y en a pas d'autres? Fillon. Ah, bon, oncle Fétide. Alors, Copé qui a annulé, alors là c'est un drame, sa visite au salon du chocolat. Ça c'est un drame. Il craignait qu'on lui balance des chocolatines à la tronche. C'est vrai que Copé mérite des pains. Mais ça fait des années qu'il mérite des pains. Pauvre type. Copé. C'est... si tu veux, Copé est quand même la meilleure preuve que cette vieille théorie 19e-iste, tu sais, de la génération spontanée, qui a été détruite par le darwinisme, est vraie. C'est-à-dire des choses peuvent naître du vide. Copé de génération spontanée, tu vois, parce qu'on disait que les rats naissaient dans les poubelles de la crasse, etc. C'est la fameuse théorie de la génération spontanée, qui est entièrement fausse. Mais avec Copé, j'ai des doutes. Copé est peut-être né du vide. D'ailleurs, il faudrait bien y retourner. Et alors Fillon, on va être très clair. Soit la primaire couronne Juppé, et là nous allons à une zone de turbulence lourde, et pour ceux qui veulent que le pays tente un dernier coup d'atterrissage en douceur, vu qu'a priori celui qui sortira de la primaire sera certainement président de la République. Faut pas qu'on se fasse trop d'illusions, faut pas qu'on se fasse trop de mal. Alors faut soutenir Fillon. Ça m'écorche la gueule. Parce que pour moi, c'est un homme qui a travaillé Philippe Séguin. Mais il vaut mieux que tous ces gens. Ensuite, il est tout sauf l'homme dont nous avons besoin. Mais il faut bien comprendre, il y a deux choix. Soit on retourne complètement la table. Et là, il faut espérer de manière hegelienne et révolutionnaire que ce soit Juppé. Parce que Juppé va mettre tout le monde dans la rue. Sa morgue, sa haine de classe, le fait qu'il est le politiquement correct dans les veines. C'est-à-dire, lui, il n'a pas besoin de conseiller en com pour lui dire comment être mièvre, neuneux et droit de l'homiste, pléonasme. Il l'est naturellement. Il n'a pas besoin de boussole pour trahir. Il sait exactement que il a une boussole sud de l'intérêt de la France, Juppé. C'est-à-dire que il fait ça naturellement. Tu vois, il y avait un film de Winston qui s'appelait Tuerné, Natural Born to Kill. Tu vois, là c'est traître né, il n'y a plus rien. C'est comme ça. Bon. C'est comme ça. Fillon est celui qui abîmera le moins le pays.
croyez-moi que ça me fait beaucoup de mal d'avoir à le dire. Beaucoup de mal. Après, on peut prendre l'autre stratégie. Moi, j'ai dit, les gens sont libres, ils font ce qu'ils veulent. Mais voilà, ensuite, les chances de fuir sont très faibles. Et si entre Sarko et Juppé, alors là, pour le coup, j'irai à la pêche. Mais le pire, c'est que Sarko, parce qu'il n'a aucune colonne vertébrale, parce qu'il est capable de tout, ferait moins de mal que Juppé. C'est le pire. Et là, je me fais vraiment du mal à dire ça, franchement. Ensuite, un point sur la polémique Poisson. Alors, bon, Poisson, c'était le plus intelligent du débat. C'est un homme supérieurement intelligent, c'est certain. Ensuite, j'ai un œil sur lui, un œil sur la polémique. L'œil sur lui, bon, c'est quelqu'un qui est très bien, on parle des affaires moyen-orientales. Ensuite, moi, l'enthousiasme de certains nationaux pour lui me désarçonne. Il est européiste, quoi qu'il en dise. Parce que quand il dit non, moi j'ai rien à voir avec le Front National sur la ligne de l'Europe. Bon, il y a plusieurs lignes déjà sur ce sujet, si mes souvenirs sont bons, dans le parti qui est visé. Et à mon avis, ça veut dire que je suis en désaccord avec Florian Philippot. Je pense que c'est ça que ça veut dire. Bon, donc il veut pas de sortie de la France. Très bien. Donc il n'est pas souverainiste, il n'est pas patriote, il n'est pas national. Rien à foutre. Ouais, voilà, rien à foutre. C'est quoi? C'est le représentant des évêques et des curtons. On va quand même pas déconner. Et oui, je vais leur faire signer un truc sur le mariage pour tous. Alors, t'en es toujours là, toi? Vous avez toujours été retardataire dans votre foi, mais quand même, il y a des limites à tout. Hein. Il y a des limites à tout, les mecs. Et oui, machin, la GPA, machin, le truc. La GPA, c'est la Cour européenne des droits de l'homme qui le donnera. C'est la Cour de justice des communautés qui le donnera. D'ailleurs, c'est déjà fait. Ce sera dans les droits fondamentaux de l'Union européenne, tête de nœud. Alors soit tu l'as compris et t'en parles pas, donc t'es un faucheton, soit tu l'as pas compris, et donc faut que tu quittes le jeu. C'est très bien de parler du Moyen-Orient, il en parle d'ailleurs très très bien, hein, etc. Quant à la polémique, bébête, je pense que ceux qui ont monté cette affaire en épingle ne se sont pas rendus service. Il est trop intelligent pour être antisémite, faut quand même arrêter de déconner. Hein, D'ailleurs, ceux qui ont monté cette affaire en épingle doivent quand même se rendre compte qu'il y a de l'antisémitisme qui se développe dans une part de la société française, mais on sait tous d'où ça vient. C'est ce que Maître Goldnadel appelle l'antisémitisme New Age, le sémitisme des banlieues, et c'est ça le sujet. Le groupe de pression EPAC existe aux États-Unis, d'ailleurs, il est vrai, et Maître Goldnadel d'ailleurs l'a très bien souligné, que premièrement, son cœur ne penche pas totalement vers Clinton. Il y a aussi une part de ce groupe de pression qui est traditionnellement plus proche des républicains. Deuxièmement, c'est un groupe de pression qui est aujourd'hui majoritairement fait d'évangélistes. Là, je vous renvoie au très bon livre Dieu et Juif en Amérique. Voilà, donc un livre publié aux éditions Fayard, qui est une étude justement du mouvement évangélique dans ses accointances en politique étrangère. Et voilà. Il n'y avait pas Mathiara. C'est quand même un homme beaucoup trop intelligent pour subir la tare mentale qui est la judéophobie. Donc il n'y avait pas Mathiara, et ceux qui ont monté cette affaire ne se rendent pas service. Parce qu'ils voient le mal là où il n'est pas et le cachent là où il est. Après, il faut comprendre que Jean-Philippe Poisson, que c'est Jean-Philippe, son prénom, Jean-Frédéric, pardon. Que Jean-Frédéric Poisson est quelqu'un qui est très très proche des chrétiens d'Orient, qui a beaucoup de crainte pour ses frères en foi, ce qui est tout à fait normal, parce qu'il faut comprendre que véritable ethnocide est en cours, un ethnocide d'ailleurs dont le Moyen-Orient ne se relèvera pas. Hein. Sans les chrétiens, il n'y aurait pas eu de nationalisme arabe, il n'y aurait pas eu de développement de théories développementalistes arabes. Si les chrétiens sont exterminés là-bas, le Moyen-Orient va vers la nuit. Et une nuit indéfinie en termes de durée.
D'ailleurs, beaucoup de musulmans l'ont compris. Heureusement. Et le grand problème, c'est... M. Poisson pense, à raison, qu'une politique trop disproportionnée de la nouvelle administration américaine pourrait mettre en danger les chrétiens d'Orient. Il pourrait rajouter qu'elle mettrait en danger Israël également. Parce qu'il faut voir l'intensité des débats stratégiques en Israël même. Jusqu'à des gens dont on n'attendrait pas ça, comme M. Lieberman, qui lui est partisan, disons, d'avoir des rapports plus équilibrés avec certaines puissances, et par exemple avec l'Iran. Donc une politique trop disproportionnée serait néfaste pour tout le monde. Je pense que c'est ça que M. Poisson a voulu dire. La médiasphère fait que dès que vous tentez d'avoir un mot un peu intelligent, tout de suite on sort le carnet de contredanse. Bon, bah, c'est du terrorisme intellectuel de base, alors que fondamentalement il n'y avait pas matière à. Tout comme il n'y a pas matière, disons, à voir comme héros du patriotisme un candidat qui est une version beaucoup plus sympathique et beaucoup plus intelligente de Christine Boutin.